Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Negas TV, bienvenue à notre nouvelle émission qui parle d'argent, de finances et tous les tracas qui vont avec, aussi les bons coups aussi. Donc aujourd'hui, on va essayer d'éclairer un pan très important qui touche beaucoup de nos concitoyens. Donc on va parler de dette et bien sûr ne pas en faire surtout une fatalité. Pour cela, nous avons invité un expert dans le domaine, Monsieur Charles-Antoine. Bonjour Charles. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci vous. Donc Charles-Antoine, fondateur et propriétaire de l'entreprise Gobeil Groupe Conseil, qui Parfait. est un bureau de syndic autorisé en insolvabilité. Mhm. Le rôle du cabinet, c'est de rencontrer là, des débiteurs ou des gens qui ont des dettes personnelles, puis les accompagner, puis discuter des différentes stratégies, des différentes options qui sont possibles au niveau des dettes. Excellent. Donc recourir à un syndic, en fait, parce que vous êtes un syndic. Exact. Donc c'est pas une, comment dire, c'est pas la fin du monde, au contraire, c'est une bouée de sauvetage. Exact. Puis il y a différentes options qui sont offertes aussi. Donc le bureau de syndic autorisé en insolvabilité, souvent les gens vont associer l'option de la faillite, qui est une option qui est envisageable, qui est une très bonne option dans certains cas. Mais c'est pas la seule option non plus. Peut-être pour les cas un petit peu plus critiques. Exact. Pour une personne qui n'est pas en mesure de rembourser ses dettes, puis que c'est sûr qu'il y a des conséquences qui viennent avec, mais il y a aussi d'autres options qui sont possibles que les jeunes, souvent, ne connaissent pas autant. Là. Donc, c'est un domaine qui est très tabou, puis les gens n'aiment pas normalement en parler très ouvertement. Mais le rôle du syndic, on est vraiment des spécialistes au niveau des dettes, là, donc on peut regarder la situation globale de chacun, puis discuter chacune des options qui sont offertes. Parfait. Donc, ma première question, quels sont les types de considération de dette? Vous voulez dire les différentes options qui sont offertes? Les options, oui. Exact. En fait, il y a différentes options. Il existe l'option de la faillite. Il existe aussi l'option de la proposition de consommateur. Il existe l'option de la consolidation de dette. Pour les gens qui ont des biens immobiliers, une maison, un condo, il y a moyen de refinancer certains biens immobiliers pour regrouper des dettes. Donc, il y a vraiment différentes options qui sont possibles, dépendamment de la situation là, de chacun. OK. Donc, la proposition de consommateur, qui est souvent moins connue, c'est aussi une option qui est réglementée, qui est encadrée par la loi. À quel moment on recourt à l'option de consommateur, justement? Ça va être plus pour des gens qui ont des dettes au niveau personnel, que ce soit des dettes d'impôt, des cartes de crédit, des prêts personnels. On voit souvent là, Fairstone, Easy Financière, là, qui sont très présents là, au niveau des... Mais quel est l'avantage justement de regrouper toutes ces dettes? Parce que c'est un regroupement de dettes pour essayer de payer juste une mensualité. Exact. Si on parle de la proposition, la proposition de consommateur, ça permet de négocier une entente avec les créanciers. Donc, on prend l'ensemble des dettes, on les regroupe tous au même endroit, puis on essaie de négocier un montant à la baisse. Puis ensuite de ça, ce montant-là peut être remboursé sur une période de 5 ans sans intérêt. Donc, ça permet d'avoir des paiements mensuels qui sont beaucoup plus bas, d'avoir seulement un paiement à faire, soit quand vous dites, par mois. Quand vous dites renégociation à la baisse, ça veut dire qu'il y a une baisse significative du montant dû ou bien... Exact. Puis encore là, c'est du cas par cas. Ça dépend de la situation de chacun, ça dépend des revenus, des actifs qu'une personne possède. Mais parfois, on peut couper les dettes de moitié. On peut parfois couper les dettes à 90%. Parfois, il faut qu'on offre un montant plus élevé, mais c'est vraiment une négociation là, qui va se faire avec les créanciers. Puis c'est le syndic qui est en charge là, d'offrir l'offre aux créanciers puis de négocier l'entente avec eux. Parfait, excellent. Et les taux d'intérêt, ils varient de combien à combien? Ou bien c'est des taux d'intérêt... Sur une proposition, il n'y a aucun intérêt. OK, donc excellent. Il n'y a pas d'intérêt. Puis les honoraires d'un syndic, c'est déduit de ce que les créanciers vont aller chercher. Donc, c'est toujours inclus là, dans l'offre qui est présentée aux créanciers. OK. Puis, qu'en est-il des prêts garantis? Les prêts garantis. Donc, un prêt garanti, il y a différents types de créanciers. Des créanciers, c'est des gens envers qui vous êtes endetté. Ça peut être des personnes, ça peut être les banques, ça peut être le gouvernement, ça peut être... Donc, un créancier, c'est une personne envers qui vous devez de l'argent. Un créancier, il y a deux types. Il y a des créanciers garantis et des créanciers non garantis. C'est ça. Les créanciers garantis, ça va être un créancier qui a un bien ou un actif en garantie de sa dette. Donc, on va parler, par exemple, d'une maison pour un prêt hypothécaire. Le prêt hypothécaire, si vous ne payez pas le prêt hypothécaire, la banque peut venir chercher la maison. Donc, la maison est directement garantie avec le prêt. Ça va être similaire aussi avec un prêt auto.
Donc, si vous avez un prêt auto, vous Ouais, devez absolument. le payer. Donc, on ne peut pas négocier les créanciers qui sont garantis. Donc, vous avez un prêt auto, on ne peut pas réduire ou négocier le montant du prêt auto. Ni pour ce qui est de l'hypothèque. Si vous voulez garder la maison, Vous vous n'avez devez continuer de aucune payer. forme de Il y a- solution, de proposition à faire pour un client qui vient Pas- vous voir pour ce genre de Pas problème. pour les créanciers garantis, non, effectivement. Il y a moyen, si par exemple, quelqu'un qui n'est pas en mesure de continuer de faire les paiements sur son véhicule, Oui. on peut faire ce qu'on appelle une remise volontaire. On peut prendre un arrangement avec les pertes suite à la remise. Mais si on veut transiger sur la dette garantie, Mhm. ça, on ne peut pas le faire malheureusement. Donc, Mais selon votre expérience, puisque vous êtes dans ce domaine, est-ce que vous avez eu des clients justement qui voulaient remettre, par exemple, ne peuvent plus payer leur crédit de voiture, par exemple, c'est plus facile. Est-ce que vous êtes intervenu déjà dans une situation oui, pareille? absolument. Et quel a été votre apport, votre aide par rapport à ça? Par exemple, quelqu'un qui a c'est sûr que par exemple, quelqu'un qui a plusieurs dettes, puis qui a entre autres un prêt auto qui est trop dispendieux, donc avec des mensualités qui sont trop élevées, on peut prendre une entente avec les créanciers et inclure aussi le paiement du véhicule dans la proposition. Donc la personne renonce à son véhicule, puis la perte associée à la remise, donc elle ne sera pas responsable. Donc on va pouvoir l'inclure dans l'entente, dans laquelle on va inclure aussi les autres dettes, que ce soit les dettes d'impôt, les cartes de crédit, les prêts personnels. Et puis, la personne peut, à ce moment-là, idéalement, peut-être se retourner vers soit l'achat d'un nouveau véhicule qui va être moins dispendieux ou acheter un véhicule comptant. Là. Exact. Parfait. Alors, quelle est la durée maximale La proposition. de la proposition? Donc, la proposition de consommateur peut s'échelonner sur une période de 60 mois. 60 mois, c'est 5 ans. Donc, c'est le délai maximum qui est permis par la loi. Mais il n'y a pas de délai minimum. Donc, c'est ouvert. C'est-à-dire, s'il peut le faire en 6 mois, c'est correct. Si la personne peut payer plus Mais rapidement. le maximum qu'il peut on ne peut pas dépasser 60 5 mois. ans, 60 mois. Donc, si par exemple, la personne doit une dette consolidée de 20 000 $, ça va tomber 20 000 divisé par 60. Exact. Si par exemple, quelqu'un a 20 000 de dette. Non, c'est pour parler pratico-pratique. Exact. Si par exemple, que la personne a, disons, 50 000 de dette, puis qu'on réussit à négocier une entente à 20 000 au final, la personne va payer 20 000 sans intérêt sur une période de 60 mois. Je vais faire des paiements dans les environs de 350 par mois. Ah oui, je trouve que c'est une belle fenêtre d'espoir pour beaucoup de gens. Exact. Ce qui fait mal souvent au niveau quand les gens sont endettés, ça va être les intérêts. Si on parle par exemple des intérêts sur le carte de crédit, souvent ça se situe aux environs de 19-29 %. Donc souvent le paiement minimum que les gens vont faire sur leur carte va seulement ou pratiquement presque en totalité servir à payer les intérêts. Donc c'est de l'argent qui s'en va à la banque. C'est comme ça que la banque fait de l'argent. C'est comme ça qu'une banque a réussi à vivre. Ah ouais. Mais au final, le solde de la dette reste toujours le même. Alors qu'en proposition, au moins chaque paiement qui sont effectués va s'appliquer directement sur la balance et va venir réduire le solde. Dans tous les cas, vous avez affaire que ce soit à des personnes particulières, des privés, ou bien aussi aux entreprises aussi? Comme syndic, on est autorisé à faire aussi des dossiers d'entreprise. Okay? Donc un syndic se spécialise autant au niveau consommateur que corporatif. C'est sûr que individuellement, chaque syndic a habituellement une spécialité. Là. C'est rare que les syndics vont faire autant du consommateur que du commercial. Mais effectivement, concernant Gobeil Group Conseil, on fait principalement des dossiers consommateurs. Privés, particuliers. Des particuliers, des individus. Exactement, des individus. On rencontre aussi des entreprises là, qui ont des dettes personnelles, mais je vous dirais que principalement, on va rencontrer des individus qui ont des dettes personnelles. Mais si quelqu'un qui a une entreprise s'oriente vers vous, vous allez le prendre en charge ou bien vous allez le recommander à un confrère? On va pouvoir le prendre en charge, effectivement. Dépendamment de l'ampleur de l'entreprise, on peut toujours conseiller, puis ensuite de ça, référer à un confrère au besoin. Okay. Mais oui, effectivement, on peut absolument aider à ce niveau-là aussi. Cher Charles, dites-moi, si des gens, des téléspectateurs qui sont intéressés justement quand ils vont voir cette émission, ils voudraient vous contacter, vous êtes où exactement situé? On a un bureau situé à Montréal, dans le Myland. Puis on a aussi un bureau situé à Mascouche, mais la plupart de nos services peuvent être offerts aussi virtuellement. En ligne. Donc ça peut se faire soit par téléphone, par vidéoconférence. Puis c'est sûr que si on fait une proposition, comme ça indique, je dois confirmer l'identité de la personne. Donc il doit se présenter. Mais ça peut se faire par WhatsApp, ça peut se faire par Microsoft Teams. Donc on peut faire ça soit en personne ou à distance.
selon la préférence là, de chacun. Charles, dites-nous un peu, quelle serait la note d'espoir dans notre émission? Donc, parce que là, je voulais vous poser la question sur les dettes non libérables. Ça, c'est dans la loi. Mais vous, en tant que spécialiste, c'est quoi que votre touche d'espoir que vous pouvez nous donner? Quand on fait, par exemple, une faillite ou une proposition, donc normalement, on se libère de l'ensemble de ces dettes, sauf certaines dettes spécifiques qui sont prévues là, à la loi, qui sont non libérables, donc pour lesquelles on ne peut pas se libérer, que ce soit des dettes reliées à de la fraude. Il y a certains types de dettes, comme par exemple la pension alimentaire, les amendes et contraventions, puis souvent des dettes qui sont reliées à des fausses déclarations, que ce soit tant au niveau du chômage ou de l'aide sociale, c'est ce qu'on va voir là, le plus souvent. Comme l'affaire de la PCU. La PCU, ça, c'est pas un problème. Donc, quelqu'un qui doit de l'argent à la PCU, on peut se libérer de cette dette-là sans problème. Donc, mesdames et messieurs, on essaye de vous rebooster. Donc, grâce à Charles, donc, je pense qu'on va y arriver. On en voit quand même pas mal ces temps-ci. Oui, c'est normal. C'est normal parce que c'était On a commencé à collecter. Oui. Il y en a qui paniquent un petit peu, d'ailleurs. Mais là, c'est une note d'espoir. Merci, Charles. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple de prêts étudiants. Oui. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont angoissés par rapport à ça. Et puis, d'après ce que j'ai compris, qu'un prêt étudiant n'est pas libérable pendant la période de 7 ans après la remise des diplômes. Exact. Donc, si par exemple, quelqu'un dépose une proposition, puis un prêt étudiant, le prêt étudiant est non libérable si la proposition est déposée dans les 7 ans suivant la fin des études. Okay? Si la proposition est déposée après le délai de 7 ans, aucun problème, le prêt étudiant est libérable. Donc, dans son entier. Exactement. Parfait. Mais avant, non. Avant, non. On peut quand même suspendre les recours. La proposition ou la faillite suspend les recours des créanciers. Donc, durant le temps de la proposition. Donc, tant que c'est genre comme un répit? Exact. De combien de temps? D'une durée tant que la proposition est en vigueur. Donc, ça peut aller jusqu'à 60 mois. Donc, pendant les 60 mois, la personne qui doit un prêt étudiant, si la dette est non libérable, n'a pas à faire de paiement vis-à-vis de son prêt étudiant. Puis la proposition va quand même permettre de payer une partie du prêt étudiant. Mais la différence qui ne sera pas couverte, vu que c'est une dette non libérable, la personne va devoir payer la différence ou prendre une entente de paiement avec le ministère de l'Éducation dans ce cas-ci, une fois que la proposition va être complétée. Donc, dans 60 mois maximum. Et puis, les intérêts courent toujours ou bien ils sont... Les intérêts sur les dettes non libérables courent toujours. Il n'y a pas moyen de... Pas sur les dettes non libérables. Mais je dirais que la plupart des dettes vont être libérables. Là. En faisant une proposition, on obtient quand même une quittance là, pour à peu près la totalité des dettes. C'est pas mal, des cas, sauf vraiment celles qui sont spécifiées dans la loi, pour lesquelles on ne peut pas se libérer. Parfait. Donc, pour continuer dans l'énumération des dettes non libérables, donc on a dit le prêt étudiant, la pension alimentaire, c'est tout à fait logique, les fausses déclarations, genre comme le chômage, l'aide sociale dont vous venez de parler. Mais c'est relié à des fausses déclarations. Oui, c'est relié à des fausses déclarations. Il existe aussi des trop perçus. On parle de la personne qui reçoit de l'aide sociale ou du chômage en trop, mais que c'est pas une erreur qui est issue du débiteur lui-même. Oui, absolument. Cette dette-là est libérable. Oui, on parle vraiment des intentions de fraude. Avec l'intention de frauder. C'est pas nécessairement toujours des intentions de fraude, mais ça peut être relié aussi à une méconnaissance là, ou bien un concours par exemple, la personne des circonstances qui reçoit du chômage, mais qui travaille en même temps, mais qui fait trop d'heures. Mais qui ne le déclare pas nécessairement au chômage. C'est pas nécessairement de mauvaise foi, mais ça pourrait être non libérable. Exact. Et puis, un élément qui titille vraiment mes neurones, je pense mes chers téléspectateurs aussi, ils sont dans le même cas, c'est les contraventions, j'arrive même pas à l'articuler, la contravention. Exact. Tout ce qui est pénal, tout ce qui est contravention, amende, c'est non libérable. Donc, on peut quand même, dans certains cas, suspendre. C'est sûr que des fois, il y a suspendre les recours, là, donc le remboursement pendant la proposition. Il y a des palais de justice qui... Vous allez négocier, genre? On va négocier. Oui, dans le sens que c'est comme un créancier régulier. Ils ont droit à recevoir un dividende autant qu'un créancier qui a une dette libérable. Mais une fois que la proposition va être complétée, il va falloir payer la différence quand même. Puis il y a des amendes... qui sont au niveau pénal, que la personne doit continuer de payer malgré la proposition aussi. Donc, ça dépend du style. Les amendes, les contraventions de la route aussi, c'est relié au permis de conduire. Oui. Donc, si vous ne payez pas vos amendes, vous pourriez voir votre permis suspendu ou bien... Exactement. Donc, c'est toujours mieux de payer ces contraventions, puis idéalement, en premier lieu, d'éviter les contraventions. OK. Maintenant, on va parler
il faut parler de tout d'ailleurs. On va parler des aspects, de l'impact négatif des démarches de conciliation de crédit ou bien de... Exact. Ben, pour ce qui est de, si on regarde encore ici plus spécifiquement la proposition de consommateur, donc l'inconvénient de la proposition, oui, ça permet de négocier les dettes, ça permet de se libérer, puis de souffler un peu, sans avoir la pression des créanciers. De reprendre sa vie, le contrôle de sa vie, d'investir, d'acheter, de vivre, quoi, de dépenser, d'épargner. Mais au niveau négatif, il y a quand même une tâche au niveau du dossier de crédit. Donc, quand on fait une proposition, le dossier de crédit est affecté de façon temporaire, mais la mention de proposition peut rester au dossier de crédit pour une durée maximale de 6 ans. Ça pourrait disparaître plus rapidement si la proposition est réglée plus vite. Okay? Donc, ça va dépendre de la vitesse à laquelle la proposition est payée. Quelqu'un qui paye plus rapidement va pouvoir, normalement, rebâtir son crédit plus rapidement aussi. Donc, ce n'est pas juste aider la personne à régler son crédit ou ses dettes, mais aussi, est-ce que vous l'accompagnez dans la construction pour bâtir son crédit aussi? Exact. Comme ça indique, on a aussi un devoir d'éduquer les débiteurs qui sont endettés. Donc, il y a des rendez-vous de suivi qui sont faits tout au long de la proposition aussi pour justement comprendre les raisons qui nous ont poussé à nous endetter, puis trouver des solutions aussi pour la suite des choses. Là. Donc, autant rebâtir les crédits, puis développer des stratégies au niveau des finances pour justement éviter de se réendetter dans le futur. Dans tous les cas, chers téléspectateurs, donc c'est un sujet très complexe et très vaste. Donc, on dirait que M. Charles Gobel ne sera pas là pour juste aujourd'hui. Donc, on espère en tout cas l'inviter pour d'autres émissions. Parce qu'il y a tellement de sujets, tellement de détails que nos téléspectateurs, que le citoyen normal ignore ou ne comprend pas. Exact. Il y a beaucoup d'ambiguïté, d'ambivalence, beaucoup de complexité dans les dossiers, dans les affaires. Donc, c'est bien d'avoir un expert, un spécialiste pour nous démêler tout ça et puis nous éclairer aussi. Exact. Il y va quand même de notre vie, du parcours de chacun. Avoir une bonne santé financière, c'est comme avoir une bonne santé tout court. Exact. Souvent, parce que l'un influence l'autre. Et je pense que je peux dire que dans la vie d'aujourd'hui, qui est la nôtre, l'aspect financier est pour beaucoup dans le moral des gens, de la société, leur santé morale et même physique. Donc, c'est sûr que vous jouez un rôle très important. Exact. Vous êtes un acteur social axial et primordial, je dirais. Je pense aussi. Puis le domaine d'insolvabilité puis les dettes, les solutions ne sont pas nécessairement très bien connues de chacun. Évidente, non du tout. Donc, le syndic joue quand même un rôle très important au niveau de l'éducation financière. Parce que déjà, je suis sûr que la plupart des spectateurs qui nous voient et nous écoutent aujourd'hui, on va dire que, et même la majorité des citoyens, nos concitoyens, on va dire que pour eux, le syndic, c'est pas forcément quelque chose de positif. Non, effectivement. Mais il y a le mot faillite qui fait peur. Historiquement, les conséquences d'une faillite étaient très graves. Il y avait de l'emprisonnement qui venait aussi avec la faillite dans le temps. C'est sûr que là, ça a changé. C'est une tare sociale aussi. Exact. Exactement. Donc, le mot faillite, il n'y a pas un bel historique. Mais en fait, dans votre vision, dans votre jargon, c'est plus un terme technique pour désigner, on va dire, comme une panne d'un moteur ou bien, ok, vous êtes là pour réparer, pour régler le problème et puis relancer le véhicule. Exact. N'est-ce pas? Là, effectivement. Puis, comme je disais, la faillite n'est pas la seule option qui est offerte. Donc, il n'y a pas juste soit la faillite ou payer ses dettes. Donc, il existe des options là, avant de se rendre jusqu'à la faillite, autres que de tout simplement continuer de faire les paiements minimums aux différents types de créanciers. Là, absolument. Donc, quand un client vient chez vous, on parlait de ses dettes, de quelle est l'approche et tout, mais en fait, mais lui aussi doit avoir une certaine discipline. Il va vous l'orienter par rapport à ça, vous le conseiller. Exact. C'est sûr que l'important, là, pour éviter de s'endetter, une des causes principales de l'endettement va être la mauvaise gestion du crédit en général. Donc, c'est sûr que l'argent que vous empruntez, c'est de l'argent qui doit être remis. Et puis, il n'y a pas personne qui travaille gratuitement. Donc, l'argent que vous empruntez, c'est sûr que
Vous empruntez $1, il va falloir rembourser le dollar et les intérêts qui viennent avec. Absolument. Il y a des stratégies, il y a des façons là, d'essayer le plus possible d'éviter de s'endetter, puis de maintenir une bonne santé financière. C'est un exemple que je pourrais donner, là, qu'on discutait, par exemple, les cartes de crédit. La bonne façon d'utiliser les cartes de crédit, c'est de payer les cartes en totalité pour éviter de payer des intérêts. Donc, il faudrait idéalement que toutes les cartes de crédit soient à zéro à la fin de chaque mois. Oui. Pour la personne qui n'est pas en mesure de payer le solde complet sur une carte de crédit, ce que je recommande, c'est de couper la carte tout simplement, jusqu'à temps que la carte soit payée en totalité. Qui est en demander de nouvelles une fois que la carte va être réglée. Donc, vous lui conseillez une certaine discipline quand même dans ses finances. C'est la base. C'est la gestion de ses finances. Ça va être là. Effectivement. Donc, c'est la même chose aussi pour la marge de crédit, je suppose. La marge de crédit, c'est un bon outil aussi qui est disponible aux besoins, mais contrairement à la carte de crédit, dès qu'il y a $1 qui est utilisé sur la marge, il y a un intérêt à payer. Versus la carte de crédit, sur une carte de crédit, on paye les intérêts seulement sur le solde qui est impayé à la fin du mois. Donc la marge, c'est garanti que si vous utilisez de la marge, vous allez payer plus que ce que vous empruntez. Donc c'est un bon outil, mais à utiliser avec précaution. Parfait. Quelles sont les différentes façons de consolider les dettes? Il existe, pour consolider les dettes, en fait, il existe la consolidation de dettes. C'est le terme en qui permet de consolider l'ensemble des dettes en un seul endroit. C'est quoi les avantages? On a deux avantages, je suppose. C'est, premièrement, il n'y a plus d'intérêt. Ça, c'est pour ce qui est de la proposition de consommateur. Donc, il y a une distinction entre la proposition de consommateur et la consolidation de dette. Vous voyez, donc même moi, je confonds. Souvent, les gens confondent les deux. Donc, la consolidation de dette, souvent, ça se fait auprès d'une banque ou d'un prêteur privé. Il s'agit d'aller chercher un prêt pour le montant total des dettes. Avec ce prêt-là, on paye les dettes en totalité, puis on rembourse le prêt avec des versements mensuels. Donc, l'avantage va être d'avoir seulement un paiement à faire à tous les mois, mais l'inconvénient, souvent, c'est que la personne qui est endettée, souvent, il est trop tard pour aller emprunter. Donc, c'est rare que les banques vont accepter de prêter un montant, puis assumer le risque pour les autres créanciers. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de garantie. Sans garantie. C'est sûr qu'avec une maison, si on a de l'équité sur une maison ou un condo, des fois, il y a moyen de refinancer pour regrouper les dettes. Mais un prêt de consolidation de base, c'est à vérifier auprès des banques. Là. Puis c'est différent pour chacun, mais souvent, c'est dur d'emprunter. Donc, consolidation de dette, c'est pas avec vous? Consolidation, ça va être vraiment avec les banques. Parfait. La proposition de consommateur, ça va être avec un syndicat. Ça avec vous. Okay. Donc, est-ce qu'il y a des conditions minimales pour venir chercher une proposition de consommateur? Au niveau de la loi, il y a des conditions. Il faut être majeur, puis il faut avoir un minimum de 1 000 $ de dette. C'est sûr qu'en pratique, à 1 000 $ de dette, on ne fait pas de proposition. Donc, il faut avoir des dettes, il faut être endetté à un niveau où on n'est pas en mesure de rembourser les dettes dans un délai raisonnable, ou on n'est pas en mesure d'acquitter les dettes au fur et à mesure de leur échéance. Je vous dirais que la plupart des gens qu'on va rencontrer sont à jour dans leur paiement, mais sont seulement en mesure de payer les paiements minimums. Donc, si on paye seulement les paiements minimums sur les cartes de crédit, ça s'accumule ou ça reste stable, puis ça diminue jamais. Donc, c'est sûr que c'est dans ce cas-ci. Il devient de moins en moins, on va dire, crédible sur le plan financier, juste pour aller emprunter des crédits, genre d'achat d'hypothécaire ou d'investissement autre, n'est-ce pas? Exact. Ben, c'est sûr qu'au niveau des banques, les banques vont regarder le dossier de crédit, mais ils regardent aussi les revenus et le ratio d'endettement. Donc, une personne qui a un bon crédit et des bons revenus, si le montant de dette est trop élevé, n'a pas nécessairement une meilleure capacité à emprunter qu'une personne qui a un moins bon crédit, mais qui n'a pas de dette. OK. Donc, je vais poser une question un petit peu complexe. Quels sont les ressorts d'un syndic pour justement contenir des situations un peu plus compliquées, un peu plus critiques, un peu plus difficiles, des gens qui sont trop endettés ou complexes, qui ont un dossier complexe? Ben, le syndic, comme syndic, on est le spécialiste au niveau des dettes. Okay? Donc, on a une licence, on a un titre professionnel qui nous permet d'agir comme syndic. Vous êtes adossé à une batterie de lois aussi qui exact. Qui puis on a à la limite le bureau du surintendant qui supervise le travail des syndics, qui est un peu comme le barreau pour les avocats. Okay. Donc on a quand même un organisme qui chapeaute. Puis de tutelle, une tutelle exact, qui... Exactement. Mais la loi est relativement claire. Il existe de la jurisprudence dans plusieurs cas. Donc, je veux dire, dans les cas plus complexes, parfois, il faut qu'on creuse un peu plus, mais la plupart du temps, le syndic est outillé pour répondre aux questions. Et puis, vous avez un minimum et un maximum de dettes que vous prenez en charge?
Par exemple, quelqu'un qui vient, comme vous le dites tout à l'heure, avec $1000, non. Ou plutôt moins de $1000, non. Donc, c'est le plafond. C'est le plancher. Et pour le plafond, il n'y a, pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quelqu'un qui a, on va dire, un montant critique de $100 millions, ils peuvent venir vous voir. La loi est faite, il n'y a pas de limite au niveau des dettes. Donc, excellent. Il y a toujours des solutions. Ben, écoutez, Charles, vraiment, c'est incroyable. C'est un sujet, un débat très, très complexe, mais très important aussi. On va parler de l'espace vital, comme disent certains psychologues. Donc, l'impact sur la santé financière, on va dire que c'est important. Votre approche, elle est double. À la fois, vous essayez d'être très, très cartésien, très rationnel, vrai financier, comptable, un fiscaliste. Mais en même temps, il faut regarder chacun des aspects, tant au niveau des actifs, mais en au même niveau temps, des dettes. Vous avez quand même, vous êtes obligé aussi. Vous avez une approche humaine aussi. On a aussi un travail de psychologue dans un certain sens en même temps. Parce que les gens, généralement, les gens qui viennent vers vous, pas tous, mais on va dire peut-être en général, mais c'est des gens qui ont vu autour d'eux toutes les portes se fermer une à une. Et pratiquement, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, vous êtes la bouée de secour. Vous êtes la corde. Les problèmes financiers, ça peut être très émotif. Absolument. Donc, absolument. On a un rôle à jouer à ce niveau-là. Puis aussi, en tout cas, il y en a pour plusieurs pour qui ça peut être gênant. Puis il peut y avoir de la honte aussi qui est ressentie par rapport à ça. Absolument. Donc, le rôle d'un syndic, ça va être vraiment de présenter les différentes options sans tenir de jugement. Puis justement, là, de pouvoir aider cette personne-là à sentir mieux tant au niveau financier que dans tous les autres aspects de ça. Écoutez, Charles-Antoine Gobel, je vous remercie beaucoup. Donc, la société Gobel, donc syndic autorisé en insolvabilité. En insolvabilité. Et donc, peut-être c'est un mot qui fait peur, mais en fin de compte, non. Au contraire, c'est comme dire dépanneur ou mécanicien ou électricien qui intervient dans la mécanique. Pour moi, en tout cas, c'est l'approche que je fais. Donc, il est là plus pour nous aider que pour nous faire peur ou pour nous faire couler. Donc, exact. Puis les consultations, on offre des consultations qui sont gratuites qui permettent de faire le tour de la situation au complet, présenter les différentes options, tant celles qui sont offertes par un syndic que celles qui sont offertes par les autres ressources là, disponibles. On peut référer là, à d'autres ressources aussi si ni la proposition ni la faillite sont l'option à privilégier. C'est aussi le rôle du syndic de pouvoir conseiller puis d'orienter la personne au bon endroit. Donc, c'est ça ce que je disais. Donc, chers téléspectateurs, si vous êtes dans cette situation, je ne vous le souhaite pas dans tous les cas, mais si vous l'êtes, vous avez à portée de main un bureau de syndic tout à fait expert et il offre un service excellent. Donc, Charles-Antoine Gobel, quelles sont les coordonnées pour si un client veut vous joindre? Un de nos téléspectateurs. On a des bureaux à Montréal et à Mascouche. On peut être rejoint par téléphone au 514-839-0132 ou encore le 514-839-0132 ou encore par courriel à l'adresse info au singulier info à commercial gobeilsyndic.com. Donc Gobeil, c'est Gobeil syndic syndic.com. Donc voilà, merci beaucoup Charles. Merci à vous. Donc nous sommes très contents d'avoir eu l'honneur et le plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Ngaz TV. Donc j'espère que nos téléspectateurs ont trouvé ça instructif et bien sûr on souhaite qu'il y aura d'autres émissions. Ça va avec plaisir. Donc parce que c'est un sujet, comme je disais, très complexe et très prenant. Donc voilà, chers téléspectateurs, vous avez été avec l'émission Finance et Fiscalité avec Jafar et notre invité Charles-Antoine Gobel. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Donc, je vous souhaite une excellente journée et au revoir, à bientôt.